Bon, très bien. Voilà, donc commençons. Merci. Cher Patrick, Oui. merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour vous présenter vraiment en deux mots, parce que tout le monde vous connaît, Patrick Petit-Ohaillon, vous êtes une figure éminente de l'éducation juive en France. Vous avez mené des actions nombreuses et fortes quand vous étiez directeur général de l'action scolaire et donc coordinateur de l'ensemble des écoles juives. Maintenant, vous êtes directeur du campus FSJU. Oui. On voit d'ailleurs sur les titres de vos ouvrages que vous êtes extrêmement orienté vers la pédagogie, vers la transmission et plus généralement vers l'éducation et le faire savoir. Donc on est ravis de vous recevoir. On va échanger vraiment à bâton rompu puisque nous sommes un petit comité sous forme de table ronde. Donc merci encore une fois d'être là. On vous souhaite la bienvenue et nous vous écoutons. Merci. Merci à vous. Je voulais partager avec vous ce soir une réflexion sur ce qu'on peut considérer comme étant des droits des enfants. Alors on a l'impression que le concept il est assez récent. Si on regarde dans la tradition occidentale, les droits des enfants apparaissent vraiment dans la littérature de Janusz Korczak. Vous connaissez ce grand éducateur Henryk Goldschmidt qui était juif et qui a notamment mis en place des orphelinats juste avant la Shoah et qui a accompagné ses élèves à partir du ghetto de Varsovie jusqu'au camp d'extermination. Et il avait à cœur de mettre en avant justement ce qu'il fallait considérer comme des droits du point de vue des enfants, c'est-à-dire non pas reconnaître une particularité au niveau de l'enfant, mais considérer que l'enfant était une sorte d'adulte en potentiel et avait une capacité à être partenaire dans une relation extrêmement importante. Vous le savez aussi, la déclaration ou la convention relative aux droits des enfants, c'est un texte qui a été publié par l'ONU en 1989 et on a l'impression que tout ça, c'est très récent. Ce que je voudrais vous exposer ce soir, c'est en fait comment la tradition juive conçoit ces droits des enfants. Je vais moins parler des obligations des parents en termes de mitzvot, ce qu'on fait, vous le savez, il y a un certain nombre de mitzvot qui sont à la charge des parents, le fait d'organiser la circoncision, le rachat du premier-né, l'éducation des enfants, le fait de les marier, leur donner un métier, etc., leur apprendre à nager, tout ça c'est codifié dans la Gemara de Kiddushin, mais je voudrais avoir une vision cette fois-ci un peu plus large en développant un propos sur 4 catégories de relations, parce que l'enfant est un être humain à part entière, qu'il ne soit pas complètement autonome dans ses premières années, n'empêche pas son humanité. Le fait qu'il ne soit pas complètement responsable avant sa bar mitzvah ou avant sa bat mitzvah n'empêche qu'il est un humain potentiellement. Son niveau de responsabilité n'est pas quelque chose qui va amoindrir son humanité. Et à partir de là, on voit que dans la tradition juive, il y a un certain nombre de catégories de mitzvot et d'attitudes et de postures qui sont généralement présentées au niveau de l'adulte, mais qu'on peut tout à fait décliner au niveau des enfants, et c'est ce que je vais voir. Ces catégories, c'est le respect, le traitement, comment on traite un individu, l'accès au savoir et la problématique de l'affection. Et c'est ces 4 aspects qu'on va essayer de considérer, sachant que il ne s'agit pas de développer une posture d'un enfant qui aurait tous les droits. Elle ne serait pas éducative. Une éducation, ça nécessite un cadre, ça nécessite une progression, ça nécessite une adaptation des parents à l'âge de l'enfant. On n'attend pas la même chose avec un enfant de 5 ans ou un jeune de 15 ans. Il est en évolution. On sait bien que l'enfant, le parent doit s'adapter à cette progression, à cette évolution de l'enfant. Mais plus que ça, le parent reste, à partir du moment où il met au monde un enfant, il reste l'éducateur premier. Donc, toute la reconnaissance des droits des enfants ne doit se comprendre que dans une démarche éducative et pas autrement. Première chose, on a dit le respect. Première
euh, nature de respect qu'on peut mettre en avant, c'est le respect de son identité sociale. Il est tout aussi interdit de faire honte à un enfant que de le faire à un adulte. C'est une personne. Il a un rang social. Il n'est pas le même, ce rang, que celui d'un adulte en fonction de son importance, de son érudition, etc. Mais peu importe. Il a une identité sociale minimale qu'il faut absolument respecter, parce que si on ne la respecte pas, on crée un préjudice psychologique qui va avoir des résurgences peut-être toute sa vie. Un enfant qu'on aura humilié dans sa jeune enfance va développer un traumatisme qui peut l'empêcher de développer une vie adulte. Donc on a une responsabilité extrêmement importante. C'est pas se dire oh ben c'est un enfant, c'est pas grave. On peut se moquer. Mais se moquer de quoi? Se moquer de son apparence physique, de son élocution, mais c'est lui faire honte en public ou même en privé, c'est porter atteinte à l'intégrité de l'image de lui-même qu'il est en train de construire. Or, on sait bien, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, on a tendance naturellement à se caler à l'image que les autres projettent de nous. Les autres nous enferment dans un cadre, dans une étiquette qui fait que on a énormément de mal. Et que ce regard-là, il soit verbal ou pensé, ne change rien à la chose. Le fait de mettre un mot ou de le regarder de manière désobligeante, de dire à un enfant, mais tu t'es vu, je vais citer plein d'exemples qui se sont absolument pas, tu t'es vu à suivre, tu devrais faire du sport, tu as pris de l'embonpoint, à ton âge, comment tu vas devenir, comment tu seras plus grand, ou alors, mais tu as un fil de fer, mange un peu, tu peux pas rester maigrelet comme ça, tu as besoin de force, tu as besoin, toutes les choses qu'on entend très souvent dans les familles, qu'on entend très souvent dans les relations, mais on ne se rend pas compte combien d'enfants sont perturbés par cette image désobligeante que nous développons d'eux. Parfois, simplement, oh, mais je suis en train de blaguer, c'est de l'humour. Mais pour lui, c'est pas de l'humour. L'humour, il est sur qui? Qui le ressent comme étant de l'humour? Si lui fait de l'humour, c'est sa liberté. Mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir de l'humour à son détriment. Parce que lui ne va pas le prendre pour de l'humour. Pourquoi? Parce qu'il croit en l'adulte. Il croit en la vérité de la parole de l'adulte. Donc, à partir du moment où un adulte prononce quelque chose, ça détermine l'image que l'enfant va construire de lui-même. Alors, certains vont se révolter, d'autres ne vont pas réussir à se révolter. Et même lorsqu'on se révolte, on construit l'image d'un révolté en réaction à l'image qu'on a projetée de nous. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la violence. Alors, on légifère sur les violences entre élèves dans le milieu scolaire. Faut pas se moquer de l'apparence de l'un, de l'autre, de sa couleur de cheveux, de sa taille, de la couleur de sa peau ou de je ne sais quoi. Mais en même temps, dans le milieu familial, parfois, ça se produit où on compare. Tu as vu ton frère? Tu as vu ta sœur? Tu veux devenir comme ça? Ou l'inverse? Lui, il est bien. Pourquoi toi, tu te laisses aller? Mais c'est pas en stigmatisant qu'on amène l'enfant à changer. Si on veut l'amener à changer, il va falloir qu'on le valorise et qu'on parle avec lui pour lui donner une raison de changer. Mais l'électrochoc verbal ne sert jamais à rien. Il détruit, mais il ne soigne pas et il n'éduque certainement pas. Donc il y a là tout un ensemble de choses. Alors, on pourrait rajouter les insultes, on pourrait rajouter le colportage, parce que évidemment, combien de mères ou de pères, pour ne pas stigmatiser, parlent entre eux, avec les amis, avec la famille, oh là là, j'ai un problème avec cet enfant, t'as vu comment il est, etc. C'est du colportage, c'est du lachon hara, c'est parfois du motzi shemra. On peut tout décliner. Mais en même temps, de qui on parle? De la personne qu'on est censé aimer le plus dans notre famille en dehors de notre conjoint. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas. Et on croit que c'est lui faire du bien
parce qu'on va chercher une idée à droite et à gauche, mais l'idée, elle n'est pas chez les autres. Elle est d'abord chez nous, dans notre regard. Quel regard positif on va poser sur lui pour lui permettre de s'auto-déterminer, de définir lui-même quels seront ses objectifs de vie, qu'est-ce qu'il a envie d'être. Donc il y a là toute la dimension du respect de l'apparence, de l'image de l'autre. Deuxième facette dans cette notion de respect, c'est le respect de son intimité. C'est un droit d'un enfant. À partir d'un moment, l'enfant, la notion de pudeur naît chez l'enfant. Mais en réalité, si nous, on s'y habitue pas dès le bébé, on va avoir du mal à franchir cette part-là. On va avoir du mal à ressentir que l'enfant, à un moment, va nous dire stop et on va dire, oh bon, allez, arrêtez, hein. Allez, on va prendre 2 enfants dans le même baignoire, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie. Et ils ont le droit, eux aussi, à leur intimité. Alors, c'est vrai qu'il y a un âge où ça amuse. Il faut qu'on fasse attention. Est-ce que simplement 2 enfants prennent leur bain ensemble et s'en amusent et sont contents de le faire et ça va être une manière, ils sont petits, mais qui voit, qui observe? Est-ce qu'on va en faire des photos? Est-ce qu'on va en faire des vidéos pour les montrer à toute la famille? Là, déjà, on est en train de dérailler. On est en train de banaliser quelque chose qui peut les gêner. Pas au moment où on le fait, mais plus tard, lorsqu'ils vont découvrir, un peu plus âgés, qu'il y a ces photos qui circulent dans la famille. Un enfant nu, même un bébé, c'est pas naturel. On expose quelque chose de son être intime, même lorsqu'il n'est pas capable de l'exprimer, il le ressent. Et on doit s'habituer, dès le plus jeune âge, dès leur naissance, à faire attention, à ne pas les exposer, de la même façon qu'on ne s'expose pas. Et les parents doivent faire attention aussi. Parfois, certains parents, pas dans nos familles, mais certains parents se dénudent parce qu'ils sont en train de se déshabiller pour aller prendre une douche devant un enfant en bas âge. Mais c'est pas l'habituer à la pudeur, c'est pas l'habituer au respect. Il faut aussi qu'on ait le respect de notre propre corps, de notre propre nudité vis-à-vis de quelqu'un. Si c'était un enfant adolescent, on le ferait pas. Pourquoi on va le faire avec un enfant en bas âge? Ça n'a pas lieu d'être. On crée des mauvaises habitudes qui va nous obliger à un moment donné de dire stop. Mais non, ne le construisons pas. Parce que ces images, bien sûr, il ne va pas, la plupart du temps, intellectuellement parlant, se souvenir des images qu'il a vues avant 5 ans. On considère qu'on n'a quasiment pas de souvenirs spontanés avant l'âge de 5 ans. Oui, les images mentales, elles sont là. Elles sont dans son inconscient. Elles sont dans sa nature profonde. Elles peuvent ressortir à un moment de traumatisme, à un moment en flash. Et ce sont des choses qui ne sont pas sans effet sur l'individu. Donc il y a tout un droit de l'enfant à protéger son corps, à ne pas le laisser s'exposer. Vous avez tous vécu ça. Il y a des enfants qui n'aiment pas embrasser ou être embrassés. Même des petits-enfants. Et les parents, allez, on va embrasser le tonton, la tata. Mais s'il n'a pas envie, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on est légitime de prendre la joue d'un enfant et de le pincer? C'est agréable pour qui? Pour nous? Mais pour lui, est-ce que ça l'est? La plupart du temps, non. Les enfants essayent d'éviter. Alors parfois, ils peuvent pas. Alors ils subissent. Mais c'est ça l'affection qu'on développe pour nos enfants. C'est ça l'éducation qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'on leur apprend que l'adulte, il a des droits que l'enfant n'a pas. Parce que l'enfant, il n'aura pas le droit d'aller pincer son père ou sa mère. Mais le parent, il a le droit de le pincer. Certains y vont franchement. Mais où est le respect de l'enfant, de sa personne, de son humanité? C'est pas une poupée, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Vous savez, dans les crèches, on a développé ces derniers temps le concept de douce violence. C'est quoi cette douce violence dans une crèche? C'est très simple, vous avez pu vivre ça avec vos propres enfants.
Qu'est-ce que vous faites au moment où vous agissez avec lui? Au moment où vous lui donnez un biberon, au moment où vous le changez, vous le prenez, vous l'habillez, est-ce que vous lui parlez? Et à ce moment-là, vous l'humanisez, vous reconnaissez son humanité, ou est-ce que vous le prenez sans rien dire, parce que ça vous embarrasse, vous n'aviez pas envie de changer sa couche, parce que vous aviez autre chose à faire, et vous le prenez, vous le mettez sur la table allongée, vous lui changez sa couche, allez hop! Mais il a vécu une vraie violence, relative, mais l'absence de mots, c'est déjà une violence. Alors c'est une douce violence, vous l'avez pas frappé, on n'a rien fait, on n'a pas été agressif, mais lui, il ressent une négation de son humanité. C'est pas une poupée, c'est pas un bout de bois que vous manipulez, c'est un être humain potentiel, peut-être le tzaddik de la génération qui va venir, peut-être la plus grande tzadékette de votre génération, et vous la considérez comme un bout de bois ou comme un poupon. Il y a quelque chose là qui est décalé. Nous devons nous habituer dès le début. Peu importe ce que vous allez lui dire. Si possible, dites-lui des choses gentilles, des choses positives. Vous avez le droit de lui dire, oh, vraiment, là, ça m'embarrasse aujourd'hui de changer cette couche-là, j'aurais bien voulu m'en passer. Mais il n'y a pas le choix. Ton confort dépend de moi, alors je le fais. Tu me remercieras pas. Mais ton confort, c'est de ma responsabilité. Donc on a le droit de dire des choses autres. Mais ne le culpabilisez pas, ne lui dites pas des choses agressives. C'est le ton qui va compter essentiellement plus que les mots. Les mots, il les comprend pas. Il va pas savoir ce que vous lui dites. Mais si vous le faites avec un sourire, avec des yeux illuminés parce que c'est un bébé, c'est votre bébé de préférence ou un autre, peu importe. D'un seul coup, vous allez transmettre de l'amour, de l'identité, de la reconnaissance de son humanité. Et ça, c'est essentiel. Un enfant, quel que soit son âge, a aussi le droit d'avoir ses pensées à lui, c'est-à-dire son jardin secret. Il n'est pas obligé de tout vous dire. Bien sûr, il faut lui apprendre à dire les choses essentielles, les choses graves, les choses qu'il vit mal, de manière à prévenir tout drame ou tout dérapage possible. Mais en même temps, il n'est pas obligé de vous dire absolument tout ce qu'il pense au moment où il pense. Il a le droit de le garder pour lui. Il a le droit d'avoir ses rêves. Il a le droit d'imaginer des choses. Il vous les raconte si ça lui fait plaisir. Si ça lui fait pas plaisir, il vous le raconte pas. Mais ça fait partie de sa maturation psychologique. Peu importe que vous sachiez à quoi il pense à ce moment-là. Ce qui compte, c'est que son cerveau soit en activité, soit dans la créativité, produise quelque chose. La transparence 100%, ça n'existe pas. C'est nuisible. On a tous, et heureusement, nos jardins secrets. Est-ce qu'on dit toujours intégralement tout ce qu'on pense, sans aucun filtre? Non. Sinon, on se disputerait inutilement avec plein de personnes. Parce qu'en ce jour-là, tu es venu me rendre visite, mais franchement, j'avais pas du tout envie de te voir. On va le reconduire comme ça. Notre ami va pas rester longtemps, notre ami. Donc, on va l'accueillir. On n'avait pas envie ce jour-là. Mais par générosité, par accueil, par respect de l'autre, on va pas lui dire. Et c'est pas grave, puisque le lendemain, on aurait eu envie de le recevoir. Donc, il y a des choses qui ne sont pas utiles à être dites. Et l'enfant, il a le droit aussi d'avoir son univers particulier. Et lorsque l'enfant grandit, n'oubliez pas, le parent n'a aucune autorisation pour lire son courrier, pour lire ses WhatsApp, pour aller regarder dans son téléphone ce qu'il dit avec ses amis. Sauf si on pense qu'il y a un danger imminent, il faut s'autoriser. Sinon, on n'a pas le droit. Il y a une règle, un mari n'a pas le droit de lire le courrier de sa femme et vice-versa. Et c'est simplement du respect. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous cacher quelque chose. Non, mais c'est peut-être pour organiser une fête. C'est peut-être une surprise. Et on va tout dévoiler. Plus sérieusement, il y a là une notion de confiance et d'intimité. Les enfants, plutôt les filles d'ailleurs, ont souvent un carnet secret où elles racontent ce qui se passe dans leur journée, leurs histoires avec leurs copines. Très bien, au moins il faut un exercice d'écriture, même si c'est sur un ordinateur ou sur un téléphone aujourd'hui. C'est un exercice d'extériorisation. Très bien, moi, on n'a pas besoin de le lire. Cette curiosité-là, elle est malsaine. Ça montre qu'on leur fait pas confiance.
Et le message qu'on envoie en allant regarder est pire que tout. Parce que ce dont ils ont le plus besoin, c'est vraiment d'avoir des parents qui font confiance et qui ne sont pas dans la curiosité pour épier, pour aller, quand l'enfant n'est pas là, on va aller visiter la chambre, voir s'il nous a pas caché quelque chose quelque part. On est dans une relation extrêmement malsaine. Dangereuse pour l'adulte, parce qu'il est toujours en train de suspecter quelque chose, et donc ça devient invivable, et dangereuse pour l'enfant, parce qu'il va jamais se sentir en sécurité. Parce qu'on sait très bien quand quelqu'un est passé, regardez nos affaires. Nos affaires sont jamais exactement comme on les avait laissées, et si on est un peu observateur ou méticuleux, on va s'en apercevoir tout de suite. Là, on était dans la sphère du respect. Mais comment on organise la relation physique à l'enfant? Comment on traite nos enfants? Bien évidemment, ça commence dès la petite enfance. Il y a des statistiques qui font toujours peur. 400 bébés sont secoués brusquement en France par an. Ça veut dire 1 sur 5. Et il y a un enfant sur 6 qui peut en décéder. Parce que le cerveau dans la boîte crânienne secoué de manière trop forte, ça peut être catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on en voit par là? Qu'est-ce qu'on fait? On montre juste notre incapacité à gérer une situation et on considère l'enfant comme une sorte de punching ball. Alors on frappe pas dessus, on le secoue. Mais c'est catastrophique. On profite de notre force physique pour maltraiter un enfant. Évidemment, tout geste brutal qu'on ferait pas avec un autre adulte parce qu'on aurait peur d'avoir un autre geste brutal en retour, on ne doit pas le faire avec un enfant. Les enfants sont pas là pour assumer notre agressivité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les cadrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les sanctionner. Ça veut dire qu'il faut savoir se retenir. Parce que vis-à-vis de quelqu'un qui devrait avoir notre protection, on est très mal placé justement de le mettre en danger. Et cette interdiction de frapper des enfants, elle est générale. Quel que soit le but de cette agressivité, même si on prétend que c'est éducatif. Alors je dis pas que c'est pas la petite tape sur les fesses d'un enfant qui est dramatique. On parle de vraie violence. Un coup de poing, une gifle très forte, même une gifle tout court d'ailleurs. Je parle pas de la loi française qui interdit tout geste, etc. Mais cette loi-là, elle sert pas à grand chose, si ce n'est à amener les gens à se contrôler, parce qu'en fait, il n'y a jamais de plainte. Même les mères, la plupart du temps, quand c'est le père qui frappe les enfants ou vice-versa, ils vont très rarement porter plainte auprès de la justice parce que ça prend des proportions extraordinaires. Mais c'est juste une question d'organisation de la relation familiale. Nous ne devons pas, à aucun moment, être dans l'abus de pouvoir vis-à-vis de nos enfants. Nos enfants ont besoin d'être éduqués, d'être accompagnés dans leur maturation, dans leur construction. Parfois, il faut être plus cadrant, parfois plus arrangeant, mais quel que soit le moment ou l'objectif, il faut être dans une démarche d'affection. Même une punition, elle doit être faite avec amour. Parfois, on s'emporte un peu. Mais s'il n'y a pas une tempérance d'un parent sur l'autre, alors là, personne n'est parfait. Personne ne peut dire qu'il s'est jamais énervé avec un de ses enfants. Ou alors c'est qu'il a eu vraiment des enfants tellement dociles que ça n'a jamais eu l'occasion. Mais c'est très rare. Mais en même temps, il y a une régulation à l'intérieur de la famille la plupart du temps qui disent bon, c'est bon, laisse, tu n'arrives plus, je vais prendre le relais et puis on va régler le problème en dédramatisant les choses, en reprenant les choses à plat, parce qu'il y a des moments où les enfants nous poussent à bout, où tous les parents le savent, le moment des devoirs.
C'est un moment de grand affrontement devant l'Éternel, on le sait bien. Bon, il y a des moments où il faut dire, stop, là, je peux plus gérer calmement, donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais, qui fasse, parce que à un moment donné, on peut perdre la maîtrise complète de soi. Mais toute sanction doit être une sanction qui a un objectif. On n'est pas dans la punition. La punition, c'est faire mal pour redresser. Mais ça, c'est le dressage. Alors, on va punir un chien ou un animal parce qu'on est dans le dressage. Mais dans l'éducation, on essaye de faire comprendre ce qui s'est passé. On essaye de construire une réponse de manière positive avec lui pour qu'il prenne la mesure à partir d'un certain âge. Parce que avant un certain âge, ça ne sert à rien. Avant 5 ans, l'enfant n'est pas capable de s'autodiscipliner. Donc, ne lui disons pas, la prochaine fois, tu vas pas recommencer. Il va recommencer puisque mentalement, psychologiquement, physiologiquement, il peut pas. Donc, il faut attendre un petit peu. Il faut patience. Mais de toute façon, l'éducation, c'est la répétition. Donc, on va le dire. Il faut le dire 10 fois, 100 fois. Ben, c'est pas grave. Après, quand l'enfant grandit, on travaille, on réfléchit, on intellectualise les choses avec lui. On regarde en prenant de la distance de manière à ce que la relation puisse se construire, mais en aucune façon on a un geste violent vis-à-vis des enfants, y compris par des privations, y compris privation de nourriture. Dans la Torah, dans la Halacha, on nous demande de donner à manger à nos animaux, parce qu'ils sont dépendants de nous, avant de manger nous-mêmes. Vis-à-vis d'un animal, un bovin ou un animal de compagnie, peu importe. Leur nutrition dépend de nous. Et nous, on ne ferait pas la même chose avec nos enfants. Nos enfants n'auraient pas le droit. Je prends une autre image aussi. Un bœuf qui est attaché pour moudre du grain, qui fait tourner la roue pour écraser le grain pour en faire de la farine. Il ne doit pas être muselé, il ne doit pas être empêché de pouvoir manger ce qui tombe devant ses pieds. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire parfois avec des enfants? On n'a pas de muselière, grâce à Dieu. Mais on leur dit, vous voyez ce beau buffet-là, et vous touchez à rien. Mais vous leur avez mis sous le nez. Vous voulez pas qu'ils mangent, mais ne le mettez pas devant eux. La tentation sera plus grande que votre interdit. Mettez-le quand vous êtes prêts à ce qu'ils commencent à manger, ou faites-leur manger un petit peu avant, pour pouvoir assouvir leur appétit, et après vous dressez votre table, mais là vous le mettez devant. Et vous dites, surtout ne touchez pas, on attend, il y a des invités qui sont pas arrivés, vous touchez à rien. Vous avez muselé un animal alors qu'il est devant la nourriture qu'on est en train de lui proposer. C'est exact, c'est le même schéma mental. Là aussi, on est dans une forme de privation, mais c'est son droit. On ne respecte pas son droit humain minimal. Abordons une autre sphère, celle de l'accès au savoir. Bien évidemment, le droit à l'étude, le droit à l'instruction, c'est même un devoir pour les parents d'instruire, d'éduquer les parents, que ce soit dans la Torah, dans le Chol, parce qu'aujourd'hui, l'éducation dans le Chol, c'est ce qui se permet d'avoir un métier. Donc ça fait partie de... Aujourd'hui, sans instruction de Chol, sauf si on veut faire un métier juif, rabbin, shochet, c'est à peu près les seuls où on aura besoin où on pourrait se passer d'instruction de Chol. Les autres, il va bien falloir à un moment donné d'avoir une connaissance minimale, quelles que soient les études qu'on veut faire. Donc ce droit au savoir, c'est un droit essentiel. Mais en même temps, parfois, on respecte leur droit à la connaissance tout en détruisant ce qu'on est en train de semer. Parce qu'à partir du moment où l'accès à la connaissance devient une obligation trop ferme, alors on en dégoûte l'enfant. On veut lui transmettre l'amour du savoir, mais en même temps on est en train de le dégoûter. Donc c'est l'équilibre
très difficile, mais qu'il faut sans arrêt rechercher. Comment je vais faire en sorte qu'il aime la connaissance, tout en comprenant que l'acquisition de la connaissance comporte quelques contraintes, parce qu'on n'apprend pas facilement, parce qu'il faut un entraînement, parce qu'il faut de la rigueur, mais en même temps, s'il n'y a pas l'amour, il va détester. Dans les générations précédentes, il y avait une chanson de fin d'école, où quand l'école était finie, qu'est-ce qu'on avait envie de faire? Mettre tes cahiers au feu, de brûler les cahiers, et la maîtresse au milieu. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, c'était ce dont on avait envie de se débarrasser. Nous, toute notre démarche est l'inverse. On a envie qu'ils aiment tellement la connaissance, et particulièrement la connaissance de la Torah, pour qu'ils aient jamais envie de brûler le livre, ni le prof qui va avec, mais qu'ils aient envie, au contraire, de s'abreuver parce qu'ils y trouvent du plaisir. Il nous faut impérativement à chaque fois chercher comment on peut faire une transmission dans la joie, dans l'amour. Mais c'est à nous de doser. Si nous, on présente ça à nos enfants comme étant une charge, pas sûr qu'ils veulent prendre le joug. Mais si on montre que nous-mêmes, on en prend plaisir, de manière modérée là aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que notre exemple il soit trop loin, sinon ils vont jamais pouvoir l'imiter. Et qu'on fait les choses avec attention, avec affection, qu'on est attaché à certaines choses et qu'on peut être souple de temps en temps en leur laissant un peu de liberté, qu'il faut que eux aussi ils choisissent. Et s'ils choisissent une autre entrée que la nôtre, c'est pas grave. Nous, on adore la halakha, mais eux, ils ont envie que des midrashim. Eh ben, c'est pas grave, peu importe son entrée. Il y a différentes portes pour rentrer dans la connaissance. Celle qu'on choisit, c'est la bonne. Parce que c'est celle qui nous ouvrira les autres. Et celle de mes enfants, ça peut être une autre porte que la mienne. L'essentiel, c'est qu'ils cultivent leur attachement parce que j'ai montré, par mon exemple de parent, que j'en prenais du plaisir, que c'était quelque chose d'agréable. C'est pas, ah là là, il faut encore, ou alors je m'isole, je suis obligé de me couper du monde pour pouvoir étudier. Mais non! Si je me coupe du monde, alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il a envie d'être à un certain âge avec ses copains ou les filles avec leurs copines. S'ils font pas les choses en groupe au moment où ils ont envie de se regrouper par tranche d'âge, je ne donne pas un bon modèle. Donc il faut montrer qu'il y a là quelque chose qui doit se transmettre. La Torah particulièrement, elle doit habiter la maison. C'est pas uniquement parce qu'on a des livres. Parce que si on a des livres qu'on ne découvre jamais, c'est de la décoration. C'est bien, ils aimeront la décoration, mais ils auront chez eux aussi une bibliothèque avec des livres qui n'ouvriront pas. Pas suffisant d'avoir des livres chez soi. Il faut montrer que la Torah, elle est présente dans tout ce qu'on fait. Pas uniquement parce que à tout bout de champ, on dit grâce à Dieu, Bezrat Hashem, Imirtza Hashem, ou tout ça. Il faut le vivre, il faut le penser, il ne faut pas le dire uniquement. Le dire, si ça nous plaît de le dire, disons-le, mais est-ce qu'on le fait de manière machinale ou est-ce qu'on croit à ce qu'on dit au moment où on le dit? Si on le croit, si c'est authentique, ça passera. Si c'est banalisé parce qu'il y en a trop, ça passera pas et ça les saoulera et ils voudront s'en détacher. Tout est dans l'authenticité. À ce moment-là, on transmet malgré soi. Parce qu'on transmet son être. Et si on veut le cadrer, parfois ça passe moins bien que lorsque c'est naturel. Là aussi, il y a tout un travail qui fait que la Torah, elle nous habite, on raconte comment on la vit. Comment on était dans le métro, on a vu une jeune fille, une jeune femme, ça m'est arrivé dernièrement, un foulard tombe. Qu'est-ce qu'on fait quand on est juif? On l'appelle, on le ramasse, on va lui donner. Ça, si on ne le raconte pas à nos enfants, c'est banal. On leur montre pas que ça, c'est une valeur de la Torah. Et c'est même pas en disant, ah, vous savez, j'ai fait une grande mitzvah. Non. Parce qu'il faut le faire plus souple.
Raconte, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Oh, je serais passé à côté, j'ai pas envie de m'embêter. Je la connais pas. Bah, elle avait qu'à faire attention à ses affaires. Oui, c'est possible aussi comme réponse. Mais du coup, ça permet d'engager un dialogue. Vous le faites, vous créez un événement, un événement, c'est évident qu'il faut le rendre. Souvent un juif ou un non-juif. Quand c'est un non-juif, on fait un kiddush Hashem en plus, et si on a le type juif, alors ça va être encore mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. L'action, c'est de montrer qu'il y a une posture humaine, avec des valeurs, avec un relationnel aux autres, qu'on n'est pas chacun dans sa bulle, comme on a aujourd'hui dans le métro, puisque je parlais du couloir du métro, où chacun est dans l'impression qu'on est dans une cité spatiale, chacun a son casque, on entend, on voit rien, voilà, on est dans le téléphone, quand on est dans le livre, ça arrive encore un petit peu, mais ça peut être la même chose. On peut ne pas voir le monde autour. Et notre manière de vivre notre Torah, c'est ça qui va se transmettre. Plus que ce qu'on va dire aux enfants, ce que l'on va leur faire vivre, ça les marquera tout au long de leur vie et c'est extrêmement important. Un enfant, c'est un être qui n'a pas encore de repères, qui n'a pas encore d'expérience, qui n'a pas de recul. Quel que soit son âge, il est encore dans une forme d'immaturité, même s'il est déjà vis-à-vis de la Torah responsable par rapport à sa mitzvot. Là aussi, il y a une mitzvah qu'on connaît tous. L'ifnei hiver, le titen mirchol. Devant un aveugle, ne met pas un obstacle. Alors bon, on comprend, simple, hein, quelqu'un qui est vraiment non-voyant, on va pas lui mettre une chaise en plein milieu pour l'embêter, pour qu'il tombe, etc. Mais nos sages comprennent ça aussi. Celui qui est aveugle au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui va arriver. Il a une bonne vue, mais il ne voit pas les conséquences de ses actes. Nous, on doit être l'accompagnant de nos enfants qui est là non seulement pour ne pas leur mettre d'obstacles, mais en même temps pour les enlever ou les prévenir de l'obstacle pour qu'ils puissent le gérer. Nos enfants, par leur manque d'expérience, sont comme des aveugles dans le monde. Alors, il ne faut pas venir avec sa stature de patriarche en disant « moi, j'ai toutes les expériences, faites-moi confiance, je vais… » Non, ça se fait de manière naturelle. En parlant, en racontant des histoires, en racontant ce qu'on vit, en faisant en sorte que l'enfant progresse par les histoires qu'on lui raconte, mais les histoires, les nôtres, pas uniquement des histoires d'un temps ancien où parfois il a du mal à se projeter, mais des histoires de notre famille, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de ce que ses frères, de ce qui se passe autour de nous. Soyons attentifs pour transmettre des messages qui leur permettent à eux de se construire, de construire leur itinéraire de vie en enlevant les obstacles. Des obstacles, il y en aura toujours. Il nous faut juste être clairvoyants, c'est-à-dire être capable d'anticiper. Ezeu Chacham Aroet Anolad, qui est le sage, celui qui voit ce qui va arriver, ce qui est en train d'émerger, qui n'est pas encore là. On voit dans le bébé l'adulte qui va être. Donc, on voit en anticipant. Et du coup, c'est notre forme de sagesse. Parce que, en anticipant, on va pouvoir faire en sorte de le préparer à ce qui va arriver. Sans forcément tout lui dire. Parce que la connaissance de l'enfant selon la tranche d'âge n'est pas la même. Il n'est pas capable toujours de comprendre tout ce qu'on va anticiper parce qu'il ne le voit pas. Mais c'est à nous de le préparer, de faire en sorte que le terrain s'aplanisse et que, au niveau humain, il ne soit pas sans arrêt avec des obstacles. Dernier axe que je voudrais développer. C'est celui du droit affectif. L'enfant, comme notre conjoint, est notre humain, notre prochain le plus proche. Alors, on pense souvent
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pense des gens, le voisin, la personne que je croise, etc., mon collègue de travail. Non, mais notre femme, notre mari, nos enfants sont nos prochains de grande proximité. Et parfois, on fait plus d'efforts pour l'extérieur que ceux qui sont dans le cercle restreint. Parce qu'on a l'impression que comme ils sont dans le cercle restreint, ils sont protégés. Mais parfois, on oublie simplement de leur dire qu'on les aime, eux aussi. C'est pas si évident de dire qu'on aime et d'aimer vraiment. Parfois, certains disent, ah, peu importe les expressions, mais mon amour, ma chérie, etc. Oui, mais si le mot n'est pas l'expression du ressentiment, il est banalisé, il n'a aucun effet, il devient ridicule. Il vaut mieux dire peu souvent, mais le dire de manière intense, forte, parce qu'à ce moment-là, ça a un impact. Le dire à tout bout de champ, finalement, ça ne veut plus rien dire. Mais dire à un enfant, dans deux situations différentes, soit parce qu'il a fait quelque chose de beau, il s'est bien comporté, vous êtes fier de lui, lui dire vraiment, chapeau, ça, tu vois, c'est un comportement que j'aime. Je t'aime quand tu fais ça. C'est fondamental. Ça lui permet de se construire. Mais lorsqu'il a fait quelque chose de pas beau du tout, lui dire, ton comportement, je l'ai pas aimé, mais ça m'empêche pas de t'aimer. Il y a une distance et une différence entre l'action et la personne. Dans ces deux cas, dire qu'on aime nos enfants, c'est fondamental pour eux. Parce que leur monde se construit à partir de cet amour. Il ne faut pas avoir peur de l'affection. Mais l'affection doit être authentique. Parce que dire je t'aime en pensant je te déteste, ça se voit. Mais parce que parfois ils vont nous le dire aussi. Parce que quand ils sont en colère contre nous, parce qu'on n'a pas répondu à leurs attentes, ils sont capables de nous dire je te déteste dans un moment de colère. Bon, ben c'est un moment de colère. Ta parole, je l'apprécie pas. Mais je sais qu'au fond de toi-même, tu penses pas ce que tu as dit. Donc, je vais pas m'attarder sur ta parole. Elle est sans intérêt. Je vais m'attacher à ta personne, à ton être. Parce que ton être, lui, je l'aime. Et puis, c'est pas parce qu'il va y avoir plus d'enfants, un nouvel enfant, et un deuxième, et un troisième, etc., que je vais moins t'aimer. L'amour se multiplie avec le nombre des enfants. Il ne se partage pas. Il se démultiplie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on n'est pas obligé d'aimer tous ces enfants de la même façon. L'amour n'est pas non plus quelque chose de spontané et forcément naturel. Et Elisabeth Badinter avait démontré dans un de ses livres, justement, que l'amour maternel n'est pas aussi évident que ça. Ça s'appelait L'amour en plus, je crois. Donc, si ça ne vient pas naturellement, spontanément, alors au moins, il faut construire la protection de l'enfant. Vous savez, c'est même pour... on n'a pas d'obligation dans le respect des parents. Il n'y a nulle part écrit qu'il faut aimer ses parents. Soit on les aime, soit on les aime pas. On doit les honorer et les respecter. Et parfois, c'est plus difficile qu'aimer. Et parfois, on croit qu'on aime ses parents, mais on les respecte pas. Et on les honore pas non plus. L'amour, c'est un sentiment. On l'a ou on l'a pas. Le respect ou l'honneur, c'est un comportement. Et ça, il faut le construire. Parce que c'est ça qui protège. Si jamais par mégarde, on n'aime pas, il faut respecter ses enfants. Parce que quand on les respecte, on les protège. Bien sûr, il est souhaitable d'avoir des paroles positives. Et pas être sans arrêt sur leur dos, à leur dire, de toute façon, tu es nul.
tu n'arriveras jamais à rien, tu es un bon à rien, tu finiras seul, mal accompagné, je ne sais quoi d'autre, mais peu importe, mais c'est terrible. On le voit, à l'inverse, dans La promesse de l'aube de Romain Gary, l'amour et l'ambition énorme de la mère pour l'enfant fait qu'il va avoir une vie extraordinaire. Peut-être qu'il y en avait trop là-bas aussi, parce que du coup, il n'arrive jamais à la hauteur des attentes de sa mère. Mais elle le porte. Il deviendra diplomate, aviateur, écrivain, parce que sa mère lui a dit « tu es capable de le faire ». Et elle le sauve. Et elle le sauve absolument, tout à fait. Je crois que vous connaissez bien l'histoire. Mais après, c'était aussi un amour destructeur, puisqu'il a fini par se suicider, parce que c'était trop. Il faut trouver un juste milieu. Croire en ses enfants, mais ne pas déterminer ce qu'ils vont devenir. Les laisser choisir ce qu'ils vont devenir, mais croire en leur potentiel et leur faire confiance et leur dire que notre regard, il est positif. Un dernier élément dans cette sphère-là. Savoir les écouter. Écouter, c'est quelque chose de très difficile, en fait. Parce que savoir écouter, c'est être capable de se taire. Pas uniquement physiquement, mais mentalement. Or, vous savez bien, dans un débat, dans une discussion, on écoute ce que dit l'autre, mais en même temps, on est en train de penser à sa réplique. Donc, on l'écoute pas vraiment, d'ailleurs. On a compris, grosso modo, on veut pas écouter dans le détail parce qu'on est en train de préparer notre réponse. Donc, on est dans un dialogue un peu biaisé. C'est un peu deux monologues. Alors, quand c'est pas trop éloigné, on continue à parler ensemble. Mais en réalité, c'est pas un vrai dialogue. Le dialogue, je me tais mentalement aussi. C'est-à-dire, j'arrête de penser par moi-même pour essayer d'entendre ce que dit l'autre. Et cette écoute-là, dans le dialogue avec les enfants, il est essentiel. Parce que nos enfants, en grandissant, changent. Et si on les écoute pas, on croit que à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans, ce sont les mêmes et ils ont les mêmes choses à dire. Or, c'est pas les mêmes personnes. Ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont eu des expériences différentes. Ils se sont transformés. Et ils ont peut-être des choses à nous dire à 15 ans et à 20 ans qu'on n'entend pas juste parce qu'on les regarde avec des yeux de 10 ans. Cette écoute, elle est essentielle. Parce que c'est ce qui permet à la relation de parents et enfants en permanence de leur donner une chance d'accéder à une forme d'autonomie et de se construire, de les voir grandir. On sait regarder une plante grandir, c'est s'émerveiller, tiens, une nouvelle feuille, tiens, elle va faire un fruit, etc. Et sur un enfant, on l'aurait déterminé à son âge de 10 ans ou de 5 ans, ben, de toute façon, celui-là, il va être comme ça, c'est bon, c'est classé, l'étiquette, elle est là, on ferme la boîte et puis on est persuadé qu'il sera comme ça. Mais non. Vous savez, c'est très, au niveau scolaire aussi, lorsque les enfants sont en train de progresser, parfois les parents ne les voient pas parce qu'ils sont persuadés que ce sont des cancres. Mais tout cancre, entre guillemets, qui n'existe pas, attend son moment. Le moment où il va jouer sa propre partition. Certains commencent très tôt, d'autres plus tard. Mais quand on est persuadé qu'il ne saura jamais jouer sa partition, quand il se met à jouer, on ne l'entend plus. On n'est pas là. On ne le voit pas. Et parfois, parce qu'on ne l'attend plus, il peut rater lui aussi son propre éveil. Notre regard, il est essentiel. C'est ça ce que nous devons à nos enfants. Ils ont des droits. Ils ont le droit de pouvoir grandir de manière harmonieuse en étant accompagnés, en étant respectés, en étant aimés, en étant écoutés. C'est pas mis dans une charte des droits de l'enfant, mais en même temps, c'est diffus dans toute la Torah parce que c'est le respect de l'autre. Et n'oublions jamais que nos enfants sont nos prochains les plus proches. Merci pour votre attention.